Le Loft Music Sud Radio 20h-21h, Yvan Cugius. L'imitation est la forme la plus sincère de la flatterie. Sarah Shepard. On va donc parler imitation, on va donc imiter, on va donc en tout cas vous permettre de découvrir des artistes et puis d'en redécouvrir d'autres et puis de retrouver ce que vous aimez. C'est un peu l'idée de cette émission tous les soirs sur Sud Radio à 20h, ça s'appelle Loft Music. Tout ça donc, a priori, ça passe autour de la musique, de la pratique ou de la passion, comme on veut. C'est selon. Et ainsi, ce soir, je suis ravi, en ce début de semaine, en ce lundi, de recevoir, bien précisément, un imitateur, humoriste. D'ailleurs, je ne sais pas s'il faut dire humoriste, mais imitateur, dans quel sens, on va lui demander tout de suite s'il s'appelle Marc-Antoine Lebré. Bonsoir Marc-Antoine. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci d'être là. Alors donc, je disais finalement humoriste-imitateur, dans quel sens on dit les choses ? Imitateur d'abord, on va dire. D'abord imitateur. Ouais, d'abord imitateur et puis après humoriste, effectivement, ouais. Mais en il n'y a même pas temps, de règle. Il n'y a pas de règle. En même temps, un imitateur fait, j'allais dire, forcément rire, mais ça pourrait être tout autre chose. Un imitateur pourrait ne pas faire rire au final. Oui, bien sûr. Dans le spectacle, bien sûr, il y a des blagues, mais il y a aussi le côté performance aussi, que j'ai voulu faire en enchaînant des voix, en faisant des voix qui se répètent et se parlent entre eux. Beaucoup de personnages qui se parlent. Ouais. Et il y a un côté performance. Mais après, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de vannes. On vient pour rire essentiellement, passer un bon moment c'est ça. Et avoir des imitations larges, un panel très large. On va en parler ce soir avec toi, mais il y a d'autres exemples chez tes confrères. Par exemple, je pense à Michael Gregorio, qui est là pour la précision véritable de la voix et même de l'instrument de musique, sans velléité humoristique, par exemple. Oui, c'est vrai. Ça, c'est un des cas. Il fait quand même des parodies, Michael, mais c'est vrai qu'il a ce côté, effectivement, performance avec un groupe, c'est différent, plus musical, effectivement. Et là, c'est plus des sketchs, du parler, du stand-up, et puis des parodies. Alors tu es en spectacle pour Solo, voilà, son nom veut tout dire, j'imagine. Solo, pourquoi Solo d'ailleurs ? Ouais, c'est Solo et c'est Barré. Alors Solo parce que je suis seul sur scène et Barré parce qu'en fait il y a 90 personnages sur scène. Ah oui, c'est ça. Et d'ailleurs tu vas nous faire tout à l'heure une vraie performance, c'est-à-dire qu'en une minute tu imites combien de personnages ? 50. 50. Ouais. Ah ouais, ça c'est une grosse performance. Voilà. On va y avoir droit tout à l'heure en direct. Marc-Antoine Lebré, qui est en spectacle au théâtre Déjazé, pour le Bré du Faux, donc précis. Non, pardon, j'ai dit n'importe quoi. Au théâtre Déjazé jusqu'au 18 février. C'est pas le Bré du Faux. Le Bré du Faux, c'est sur RFM, voilà. Chez les collègues. C'est tous les jours à 8h15 dans la matinale. Merci d'être avec nous également ce soir, Virginie Daidé. Bonsoir Virginie. Merci d'être là. Ah, il faut que tu parles dans le micro, sinon on s'en sort pas. C'est celui-là, le rouge. Voilà, tu le mets face à toi. Voilà, yes. Parfait. Merci d'être là, Virginie. Saxophoniste, jazzwoman, saxophoniste, en tout cas musicienne, qu'importe le jazz ou autre chose. D'abord musicienne. Qui aurait aimé être pianiste, j'ai vu au départ, mais qui n'osait pas demander à ses parents d'acheter un piano. Elle s'est dit, un sax, c'est moins cher, c'est moins encombrant. Exact. C'est ça. Tu sais tout. Tu es devenu saxophoniste parce que, voilà, à un moment donné, quand même, tu as entendu quelque chose qui a déclenché, oui. quoi. Oui, bien sûr, j'ai entendu un ami, un camarade au collège à Toulouse, et puis je me suis dit... parce que tu es toulousaine en plus. Je suis toulousaine. Tu as une deuxième qualité, donc d'accord. Et donc, j'ai flashé sur le son, et puis je me suis dit que dans une mallette, c'était plus accessible. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas tant de saxophonistes filles, si, à ma connaissance, ou maintenant il y en a un peu plus qu'avant ? Si, ça arrive, il y en a un peu plus. Bon, après, peut-être on est une dizaine, vingtaine, je sais pas. Oui, voilà. Mais je pense que même chez les trompettistes, je vois souvent passer des filles, alors que c'était moins le cas avant. C'était vraiment moins le cas. C'est encore vraiment moins le cas. On est vraiment moins représentés, ça c'est clair. Mais ça se développe un peu plus. Ça se développe un peu plus. Et on en est ravis. D'ailleurs, tu vas peut-être chausser ton saxophone pour nous faire un petit air de quelque chose, pour qu'on entende ce son de sax, là, quand tu veux, avec grand plaisir. Mais vas-y, je t'en prie, tu peux le prendre. Carrément. Tu l'as, oui, carrément. Marc-Antoine, ton rapport à la musique, toi, Marc-Antoine Lebré ? Le saxophone, mon père, lui, je sais qu'il écoutait énormément de jazz. Et du coup, c'est vrai que j'en ai entendu souvent pendant ma jeunesse, effectivement. Ouais. Et puis après, la musique, moi, je vais pas dire j'aime de tout. Je suis quand même un peu plus branché, on va dire, rap, mais rap ciblé. Rien à voir avec le saxophone. Ouais. Non, j'aime beaucoup Orelsan, en fait. Orelsan, j'adore. Pourquoi ? Qu'est-ce qui te plaît particulièrement chez Orelsan ? J'aime beaucoup les textes, j'aime beaucoup le côté aussi performance et...
de rapper hyper vite. Et puis c'est quelque chose qui me parle en fait. Ces textes me parlent parce que c'est un provincial qui est venu à Paris pour faire de la scène, pour travailler, etc. Voilà, c'est des textes qui me parlent. Ouais. Comme Virginie Daidé qui monte de Toulouse pour aller à Paris. Voilà, tout à fait. Comme tu le disais tout à l'heure, tu vas être en concert d'ailleurs dans un lieu toulousain qui est devenu un café-concert, un jazz club qui s'appelle Le Taquin. C'était le Mandala pour les Toulousains à l'époque. Oui. Et parce que peut-être qu'on revoit renaître en tout cas de nouveaux lieux pour jouer dans les villes, en province. Il y a longtemps qu'il n'y a plus de jazz club en province. Non, j'étais ravie de... Donc ça revient ? Ah bah écoute, on dirait, hein. C'est super. Il y en a un à Toulouse, il y en a ailleurs donc qui se redéploient. Oui, les noms changent, mais enfin, c'est souvent des institutions qui étaient là depuis très longtemps. Mais... Ça veut dire qu'il y a une vraie transmission dans le jazz alors ? On peut considérer, quelquefois, on peut croire peut-être à tort que le jazz, c'est plutôt un public assez âgé ? Ah non, il y a vachement de... Il y a quand même beaucoup... Bon, à Paris... Je vis à Paris, il y a beaucoup de jeunes qui écoutent. Souvent, il y a un mouvement swing assez fort. Il y a beaucoup de jeunes qui écoutent ça. Un mouvement swing chez les jeunes. Un swing électro ou un swing traditionnel swing vraiment crade, vraiment, oui. De l'époque, donc, de Boris Vian à l'époque, pour faire lire la chanson, par exemple. C'est vrai ? Qu'est-ce que tu nous joues comme ça avec ce joli saxophone que tu as ici en direct ? C'est pas évident, je sais pas. Mais non, mais tu joues ce que tu veux, un petit air de quelque chose, parce que de toute façon, tu es dans plutôt des intentions assez planantes. On va pas avoir de performance de bebop, ou fais ce que tu veux. Ça peut aussi, c'est ça, non ? Comment ? Tu voulais un morceau de quiz, c'est ça ? Tu veux nous faire deviner un truc ? Si tu veux, tu fais ce que tu veux. T'es à la maison. C'est magnifique le sax comme ça. Ça c'est un quiz, mais je sais pas ce que c'est ça. Je sais pas. C'est 26-2 de Coltrane. Ah oui, John Coltrane évidemment. Qui fait partie de tes influences, John Coltrane. Oui. Voilà, c'était un petit clin d'œil parce que ça me fait rigoler de jouer ça à Sud Radio. Oui. Ah oui, pourquoi ? Ah oui, d'accord. Oui, mais moi c'est ce que j'aime justement, les décalages. Oui, c'est super. Tu vois ? Pourquoi ça te fait rire de jouer ça à Sud Radio ? Parce que c'est chouette, j'adore ce thème. Mais pourquoi ça te fait rire de le jouer à Sud Radio ? Alors Sud Radio, c'était quand même la radio qui m'a accompagnée toutes mes années collège pour aller à l'école. Ah ouais. En voiture, et puis c'était mes débuts d'écoute. Mais oui, et donc j'ai écouté beaucoup de variétés, de saxo variétés. Et donc là, ça me fait marrer de jouer John Coltrane. Mais oui, absolument. Il y avait à l'époque, si je ne m'abuse, une grande émission de référence de jazz à Sud Radio qui était animée par une dame qui s'appelait Nighthawk et qui recevait, et qui en tout cas faisait vraiment écouter le jazz tard dans la nuit sur cette antenne de Sud Radio. Donc tu vois, il reste encore des échos de la musique jazz. Mais c'est vrai que John Coltrane, effectivement, c'est quelque chose qui est un jazz qui n'est pas très populaire, qui est compliqué à faire écouter à un large public, quoi. On est dans un jazz modal, qui est un peu compliqué. Marc-Antoine Lebré, le jazz, donc tu le disais, il y a quelque chose qui te plaît bien, et dans la musique en général. Quel est le rapport finalement ? Est-ce que la musique est si loin que ça de ce que tu fais toi ? La musique, non, parce qu'il y a des notes, etc. Mais je suis toujours impressionné, effectivement, de voir des instruments comme ça, parce que je me pose beaucoup de questions. En fait, il doit falloir... Je vais poser des questions bêtes, mais il doit falloir beaucoup de souffle, j'imagine aussi, pour jouer de cet instrument. Le sax souffle. Une technique, non ? Ou pas forcément. Donc toi, tu dois avoir beaucoup de techniques pour faire 50... Oui, c'est ça. C'est pour ça que il y a un côté respiration, bien prendre de l'air. Alors, je sais pas après s'il faut... je connais pas du tout sincèrement s'il faut souffler fort ou pas du tout. Si je crois c'est quelque pas, chose non, de je crois plus... que c'est plutôt le débit, mais je pense pas que... Non, c'est pas très fatigant, c'est de la pression d'air ou du débit d'air. Oui, c'est ça. Okay. Mais même pour la trompette, si je peux me permettre, j'ai une trompette, moi, ici, vous le savez, vous qui nous écoutez, mais c'est plus la vibration qui fait que le vrai souffle, en fait. C'est il faut pas remplir la trompette de souffle, il faut surtout créer la vibration, alors soit avec une hanche, comme c'est le cas pour Virginie et le sax, soit avec une vibration des lèvres sur l'embouchure de la trompette, et c'est vraiment la vibration qui crée le son, et pas un souffle gigantesque. Pas un souffle d'air prolongé, non ? Ah oui, non. Enfin, il y a la tenue du souffle, mais tu ne t'étourdis pas parce que tu soufflerais trop. Okay. Vraiment, tu crées la vibration, c'est ça, Virginie, hein ?
D'accord. Ouais, en fait, c'est comment j'arrive pas trop à expliquer comment on imite. Donc à chaque fois on me pose la question comment on imite, et je sais pas trop expliquer en fait. Fais-moi juste, Marc-Antoine, là, comme ça, 2 voix très différentes. Peut-être dans ton panel, une voix très grave, peut-être. Est-ce que Nikos Aliagas, par exemple? Oui, salut les loups, c'est Nikos. Mon Nikos, ça va être une voix un peu plus neutre. Alors que Ariel Dombal va être plus aigu. Et Jean Reno, beaucoup plus grave. Donc le panel amplitude, elle est quand même impressionnante, quoi. Ouais, mais au début, c'est vrai que je posais la question du souffle aussi parce qu'au départ, je me cassais la voix quand j'ai commencé à imiter. Très rapidement, je cassais ma voix quand j'imitais sur 5 minutes, 10 minutes. Et j'ai appris après à souffler, j'ai fait des techniques. Il y a une technique qui s'appelait Alexander, c'est pour respirer, on va dire, entre guillemets, vulgairement dans tout le corps. Ouais. Prendre beaucoup de souffle justement et apprendre à poser la voix pour pas la fatiguer. Ah bah oui, bien sûr. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé, mais c'est un peu la même technique les chanteurs d'opéra. Et voilà, c'est l'important, c'est justement le souffle. C'est pour ça que je posais cette question. Mais oui, tu as raison. Et puis, il est en commun ce souffle et cette technique entre les chanteurs, les imitateurs, tous les gens qui utilisent vraiment les cordes vocales, quoi. Ouais. Si elles sont comme ça, pas servies par quelque chose de solide derrière au niveau du souffle, la voix se pète tout de suite, quoi. Ouais, même les enseignants et les profs et les gens qui parlent tout le temps, oui. quoi. S'ils travaillent pas la voix, et les avocats. Les avocats, ils parlent, mais effectivement, les profs aussi, les avocats ont fait parfois des techniques comme ça, des techniques de relaxation, et puis apprendre à mieux, c'est pas mieux respirer, mais utiliser plus d'air. Et effectivement, les avocats, ils portent la voix. L'important, c'est de porter la voix et de ne pas la fatiguer, surtout. C'est ça, de ne pas fatiguer sa voix. On va entendre ta performance tout à l'heure de 50 voix. Mesdames, messieurs, 50 voix en 1 minute. Marc-Antoine Lemray, c'est juste après ça dans le Loft, en direct sur Sud Radio. Le Loft Musique Sud Radio, 20h-21h. Yvan Cugius. Nous sommes en compagnie de Virginie Day-Day pour son 2e album Moods et également de l'humoriste imitateur Marc-Antoine Lemray. Ai-je besoin de te présenter Marc-Antoine parce qu'on t'a quand même vu un peu partout, plein d'émissions de télé à grande écoute, comme dirait l'autre. Ruquier est pour toi un personnage repère, en tout cas, qui t'a aidé. Oui. Et d'ailleurs, je salue quelqu'un parce que j'ai travaillé avec un homme, un artiste qui s'appelle Serge Liado, et que j'aime beaucoup, et qui un jour t'a présenté dans l'émission de Ruquier en disant « Voici un auditeur de Guingamp ». Oui, c'est ça. Et donc, tu es un auditeur à ce moment-là. C'est en quelle année exactement ça? Je sais pas, c'est longtemps. Je l'avais repéré en 2010. 2010, le 4 juin 2010. Ouais. Serge Liado, dans l'émission, donc on va pas se gêner, je crois, de Ruquier sur Europe 1, te présente comme un auditeur. Et là, qu'est-ce qui se passe? Tu fais quoi? Mais t'étais vraiment pas du tout dans le métier, alors là. Ou tu t'as fait un piège? Non, j'étais à cette époque-là, j'étais en Bretagne et je commençais à faire des sketchs. En fait, j'étais animateur de soirées privées et j'en profitais pour faire des sketchs d'imitation. Oui. Et puis Serge, je le connaissais, je faisais un peu de cabaret aussi, donc j'avais rencontré Serge dans les cabarets parisiens. Oui. Et il avait dit auditeur de Guingamp, c'était pas Guingamp, c'était à côté de Saint-Brieuc, mais c'était rigolo. Bon, ça reste la Bretagne, c'est pas très loin. Et donc il fait passer à l'antenne? Ouais, il était bluffé par une imitation de Bouvard. Bon, j'étais à l'époque des grosses têtes, effectivement, quand Philippe Bouvard était là. Et il avait fait un jeu, du coup, il adorait cette voix. Et je crois que les chroniqueurs devaient reconnaître qui était cette voix. Je crois que c'était ça. Ouais. Et puis, moi, j'écoutais, en fait, cette émission à l'époque, je vais dire, j'ai l'impression d'être vieux, mais j'écoutais cette émission et j'avais envie d'y être, cette émission. Je me souviens parce que j'allais courir le soir, et j'écoutais dans les écouteurs les chroniques, les émissions, et je me disais il faut qu'un jour je rencontre Ruquier, il faut que je lui montre ses imitations et tout ça. Et Serge effectivement lui avait glissé une bande-annonce, un extrait, et après moi j'étais allé un peu plus tard quand même sur Paris, et c'est plus tard quand même qu'il m'a invité, mais c'est vrai que c'était vraiment sympa. Et après, il t'a invité dans d'autres émissions qu'il a faites, Ruquier, sur France 2 notamment. Oui, alors après, j'ai fait un peu de télé, j'ai fait de la radio surtout, c'était sur Europe 1. Ouais. J'ai fait les Guignols aussi, et puis Hanouna m'a pris juste après, c'était sur D8, ça fait un moment. Et après, juste l'année suivante, Laurent m'a appelé pour l'émission On n'est pas couché. Oui, c'est ça. Avec, il y avait Yann Moix. C'était en 2015, je crois, quelque chose dans ces eaux-là. Ouais. Après, voilà, c'est compliqué de rester sur la durée, sur ce genre d'émission, etc. Parce que on est un petit peu, peut-être, un faire-valoir, non, de l'animateur. Quand on veut faire une petite chronique comme ça, on a l'impression qu'à chaque fois, on glisse un peu le bouffon du roi dans chaque émission, en disant, voilà...
et puis il y a un turnover, quoi. On reste, non, il y a ce côté-là. Après, moi, c'était hyper intéressant pour moi parce que c'était une émission qui était très très regardée et très médiatisée, donc c'était une chance pour moi d'y accéder. Et après le principal, c'est qu'il fallait y rester, quoi. Après, Laurent, il a toujours été clair, si c'était marrant on laissait, et puis si c'était pas marrant on mettait pas, pour aussi bien pour lui que pour moi. Ça veut dire que des fois ça n'a pas été marrant? Non, la première émission que j'ai fait, on avait choisi un axe avec les auteurs et puis on s'est un peu planté et ça n'a pas pris, et du coup ils n'avaient pas diffusé. C'était une imitation de Nicolas Bedos qui était juste avant. Et voilà. c'était la première que tu faisais? La première que je faisais, ouais. Ah, et je crois que tu tapes à côté sur la première. Ouais. Ouais, sur la première, mais c'est pas grave parce que Laurent il avait dit si ça ne marche pas, on diffuse pas et puis on va retenter. Et après la deuxième c'était la bonne, et puis je suis resté 1 an et demi, je crois, dans l'émission. Ouais, d'accord, super. En sachant que Ruquier fait partie des gens, et je le sais par Serge Liado justement, qui sont très fidèles et très curieux de l'artiste et qui donnent la chance aux jeunes gens. Et c'est quelqu'un de ce point de vue qui a beaucoup de qualité. Laurent Ruquier. On va écouter un extrait, mais justement peut-être de ton spectacle Marc-Antoine Lebré, tout de suite sur Sud Radio. Alors aujourd'hui, je suis accompagné d'une équipe de talents emmenée par Didier Deschamps. Bonjour Olivier. Doucement, sur le sourire, Didier, vous faites encore plus peur que les tigres quand vous montrez vos dents. Comment vous sentez-vous depuis le décès de la reine Elisabeth II? Oh, je suis inconsolable. En plus, c'est terrible, la pauvre reine, ils l'ont trimballée dans sa boîte dans tout le Royaume-Uni, comme si c'était une pizza sur Deliveroo. Vous avez commandé une reine? Alors ce soir, vous avez tenu à inviter un jeune plein d'avenir. Sous vos applaudissements ce soir, Renaud 2040, toujours vivant, toujours debout. Mes petites beautés, j'ai une grosse annonce à vous faire. Ce soir, un gros dos, les chers amis aventuriers. C'est seulement le premier jour d'aventure et vous n'avez déjà plus de riz. François? Que s'est-il passé? Bonjour. Marc-Antoine Lebré qui annonce ce spectacle solo qui est mis en scène par Marie-Ange Casta et qui sera jusqu'au 18 février au Théâtre des Jazés à Paris, et puis en tournée, notamment le Femina de Bordeaux, un très très joli théâtre à l'italienne, tiens, je précise, le 19 mars, ou le Casino Barrière de Toulouse, le 5 avril par exemple, le Silo à Marseille, le 13 avril prochain. Il y a des tubes en fait quand on est imitateur aussi, il y a des voix vraiment qui vous identifient plus que d'autres. Par exemple, toi, je sais que Cyril Hanouna, c'est un de tes tubes. On peut parler de tubes, enfin de trucs vraiment qui impactent plus que d'autres? Oui, c'est vrai que effectivement chaque imitateur ou imitatrice a ses voix, et là, au départ, j'ai voulu me différencier des autres imitateurs, donc j'ai voulu faire des voix plus, je vais pas dire plus récentes, mais qui me parlaient plus, moi. Quand j'ai commencé, les imitateurs imitaient très bien les présidents, donc c'était Sarkozy, etc., Chirac, et moi j'étais pas tout à fait de cette génération-là, donc je suis arrivé avec, au tout départ, il y avait Lignac, Laurent Deutsch. Comment ça fait Cyril Lignac, par exemple? Cyril Lignac, c'était gourmand gros gang. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à l'imiter, au départ, personne ne connaissait. Du coup, je me prenais un peu des fours quand je l'imitais, et puis après, il est devenu très connu. Et là, du coup, c'était bien gourmand, bien gros gang. J'ai misé sur l'avenir. Se prendre des fours pour un pâtissier, c'est quand même bien. Voilà, c'est ça. C'est quand même particulièrement bien vu. Yvan. Bravo. Un four pour un pâtissier. Bonne réponse de Yvan. C'est magnifique. Juste, donc, après, il y a aussi ce Cyril Hanouna qui est aussi un petit tube chez toi, quand même. Ouais, Hanouna, effectivement, puisque en plus, c'est comme ça que j'ai commencé. Dès que je suis passé à la télé, effectivement, j'ai imité Hanouna, et le soir même, le théâtre, c'est là que ça a commencé à exploser. Ouais. C'était il y a, je sais pas, plus de 10 ans, je crois, mais il y avait 4 personnes dans ma salle, et puis d'un coup, Cyril m'avait invité, et je l'avais imité sur ce plateau en direct, et dès le soir, c'était la folie. Et puis après, c'est parti comme ça, et après, il y a Laurent, effectivement, encore une fois, Laurent Ruquier, qui m'a appelé, qui m'a dit: Marc-Antoine, ça serait bien que tu viennes faire mon émission. C'est impressionnant, hein, n'est-ce pas, Virginie? C'est impressionnant. Tu avais déjà entendu Marc-Antoine Lebré, ou tu connaissais, j'imagine, évidemment? Ouais, un petit peu, mais je t'ai jamais vu en vrai. Oui.
Ce qui est impressionnant, justement, c'est qu'il y a la mimique et qu'elle est indissociable du travail d'imitation de la voix. C'est-à-dire que quel est le rapport entre l'imitation physique et la voix? L'un est moteur de l'autre? Comment ça se passe en fait? Oui, parce que là, quand tu fais Ruquier, on voit Ruquier aussi. Oui, c'est ça. Physiquement. Au départ, je faisais pas attention. J'imitais naturellement comme ça, et puis je faisais les gestes naturellement. Et c'est vrai qu'après, les gens me disaient, mais c'est vrai que tu fais aussi bien les gestes. Et je m'en rendais pas vraiment compte parce que du coup, quand je prends un personnage, je me mets effectivement dans sa peau entre guillemets. Et c'est vrai que c'est intéressant. Et du coup, ça se fait en 3 étapes. C'est parce que je l'ai analysé après. C'est d'abord, par exemple, la gestuelle pour ah ouais, tu montes les épaules. Ruquier, je monte les épaules, je plisse les yeux, et même la bouche, bien sûr. Et puis après, le rire. C'est saisissant, c'est incroyable, saisissant. Il y a un côté un peu, en tout cas, peut-être tu as dépoussiéré, il y a une génération d'imitateurs qui a un peu dépoussiéré le truc, parce qu'il y a un côté peut-être un peu ringard aussi dans l'imitation, c'est-à-dire qui est peut-être un peu passé. Est-ce que les jeunes aujourd'hui s'intéressent à l'imitation? Non, il n'y a pas beaucoup d'imitateurs, pas beaucoup d'imitatrices, encore moins d'imitatrices. Et quand j'ai commencé, effectivement, ça commençait un peu à être entre guillemets ringard, parce que c'était déjà vu, on voyait toujours les mêmes personnages encore une fois. Je ne vais pas dire que j'ai déringardisé, mais en tout cas, je suis arrivé vraiment dans un moment où j'étais entre 2 générations. Moi, il y avait vraiment la génération télé et la génération stand-up qui arrivait, la génération Internet. Et donc, du coup, je faisais les deux, je côtoyais les deux. J'allais dans les salles des stand-up qui commençaient à Paris il y a 10 ans, comme le Paname, qui aujourd'hui a explosé. Et j'allais faire des sketchs devant 10 personnes. Aujourd'hui, ils sont, je sais pas combien de personnes par soir, c'est une usine à gaz. Ouais. Et le stand-up arrivait vraiment avec les nouveaux sketchs d'humoristes, les jeunes humoristes qui arrivaient. Et après, je faisais aussi les cabarets dîner-spectacle. Donc, c'était 2 univers complètement différents. Oui, c'est ça. Plus âgés, le dîner-spectacle, et beaucoup, très très jeunes, le stand-up. Et en fait, ces deux choses-là m'ont permis d'avoir de prendre du bien dans les deux cas. Et aujourd'hui, grâce à ça, j'ai la chance d'avoir un public assez mixte finalement, assez effectivement, hétérogène quoi. Ouais, bien sûr. Il y a aussi bien des gamins, des enfants que des personnes très âgées. Il y a des personnes de mon âge. Voilà. Donc ça, c'est vraiment, j'en suis fier. Et du coup, c'est grâce à ça, au cabaret et au dîner-spectacle et au stand-up. Ouais, Marc-Antoine Lebré qui est en spectacle au Théâtre des Jazés à Paris jusqu'au 18 février, puis en tournée en France pour son nouveau spectacle qui s'appelle exactement comment le spectacle donc? Solo, c'est ça. Ouais. J'avais bien Solo dit ça. Et c'est barré. Ouais. Voilà, Solo, c'est barré. et puis tous les jours, sur le Bré du Faux, dans la matinale de RFM à 8h15. On est également en compagnie de Virginie Daïdé. On va tout à l'heure avoir la performance en direct de Marc-Antoine pour 50 doigts, mesdames et messieurs, en une seule minute. Et puis on écoutera aussi le choix de tes morceaux musicaux. Juste après ça sur Sud Radio. Le Loft Music Sud Radio 20h-21h. Yvan Cugius. Je regrette mes vieux démons, roi dans le mensonge, esclave dans le vrai monde, vigilant à chaque seconde. Si je laisse seul, mon esprit s'égare dans la pénombre. Je pensais me lever un matin. Nous sommes en compagnie ce soir de Marc-Antoine Lebré et de Virginie Daïdé, saxophoniste de son état. Et Marc-Antoine Lebré, imitateur humoriste, qui est en spectacle jusqu'au 18 février au Théâtre des Jazés à Paris et qui nous fait part de ses choix musicaux. Par exemple, Aurel San, précisément maintenant, qui fait partie de tes références musicales. On disait ça tout à l'heure. Parce que tu aimes, voilà, il y a aussi un truc très performant dans le rap et dans la façon de chanter, de rapper d'Orelsan, qui est un rappeur ou plutôt un chanteur, enfin, je sais pas. C'est un rappeur quand même, c'est un rappeur. Oui, c'est plutôt un rappeur. Un rappeur, effectivement. Parce que tes sources musicales sont plutôt dans le rap au départ, toi. Non, il y a plein de styles. J'ai pas vraiment un style particulier. Ça, c'est plus parce que je trouvais qu'il avait rajeuni plein de choses. Ses textes sont très en avance et même son son, il y avait quelque chose vraiment de nouveau et de très tranchant et surtout très réel, quoi. Et, en fait, tout ce qu'il dit, tu te dis mais ouais, c'est vrai. Mais ça paraît facile à dire et c'est hyper compliqué de le retransmettre en musique et en rap. Bien sûr. Et puis c'est vraiment dans l'époque, c'est-à-dire que c'est une façon d'écrire avec les mots du quotidien, des choses très, très simples a priori, mais qui, mis bout à bout comme ça, font des jolis récits et des choses très pertinentes, quoi. Ouais, il a des textes super forts comme L'odeur de l'essence, c'est un autre tube qu'il a sorti sur effectivement la société du moment et, c'est ça. Et c'est hyper très bien analysé. Ouais.
Toi qui fais du jazz, Virginie Daidé, t'écoutes d'autres choses, j'imagine. Orelsan, ça te parle, par exemple? Oui, c'est vrai. Oui, je connais. Mais c'est vrai que j'écoute principalement du jazz quand même. Ouais. Mais ça veut dire que quand on écoute et qu'on a ton âge, on a peut-être envie aussi de faire des métissages, de faire des trucs, de faire se rencontrer John Coltrane avec Orelsan, par exemple, pourquoi pas? C'est ça un peu l'idée quand même, la richesse de la musique et de la modernité, ce serait ça en fait. C'est sûr. Et toi, tu sors un peu du jazz aussi alors? Tu es dans ton époque vraiment comment, quand on joue John Coltrane en 2022, qu'est-ce qui fait qu'on reconnaît que c'est 2022? Bon, alors du coup, moi sur mes disques, je joue pas John Coltrane, quels que soient quand tu joues Jobim par exemple. Mais ça fait partie du répertoire commun, donc c'est aussi un langage qu'on a entre nous, et quand on fait une session, quand on fait un concert et qu'on se connaît pas, c'est notre langage commun, donc voilà, c'est le matériel. Donc qu'est-ce qui fait que quand on joue Jobim, on le joue en 2022, on le reconnaît, une façon de jouer en 2022 qui serait pas la même qu'en 1950 ou que sais-je? Oui, forcément les sonorités, les timbres évoluent, les esthétiques forcément. Chaque époque a son esthétique, son style. On reconnaît quand même le timbre des musiciens on peut dater un peu, tu vois, quand on écoute. Et puis après, on s'en lasse pas. C'est quand même des chefs-d'œuvre, leurs morceaux, autant l'un qu'à l'autre. Donc, on est d'accord. C'est pour ça que ça traverse aussi tant d'années. C'est comme la musique classique. Quand on joue la musique classique, on reprend des œuvres très anciennes et on les joue par contre exactement de la même façon. Alors que dans le jazz, on a des plages comme ça d'improvisation où chacun raconte sa propre histoire. Ce qui n'est pas le cas de la musique classique. Et je cite souvent Ibrahim Malouf, justement, qui a cette créativité d'introduire l'improvisation dans la musique classique. Et qui est une chose, je pense, intéressante. Je le cite très souvent parce que je pense que c'est quelque chose qui manque à la musique classique, cette idée d'improviser. Tu as également choisi ceci, Marc-Antoine Lebré. Par exemple. Par exemple. Ça, c'est une déferlante. Hein. Non, bah alors, c'est parce que ma belle-fille l'écoute. Et du coup, je me suis juste dit, mais c'est bien, ça, c'est sympa. Et elle me dit, et tout, et elle me montre et tout, c'est Miley Cyrus. Ok, d'accord, bon. Et du coup, je trouvais ça juste sympa. Chanson la plus streamée sur Spotify en une semaine, plus de 300 millions d'écoutes. Ça va. Extraordinaire, ça va. Et tu as choisi dans les choses plus conventionnelles, plus traditionnelles, plus classiques, dirais-je, ceci également. Ça, c'est la déformation RFM, c'est ça. Me dit Max Sénat, le réalisateur dans l'oreille, un poil jaloux. Non, mais j'ai écouté avant d'être à RFM. Non, parce que la voix, j'ai toujours trouvé qu'il avait une voix extraordinaire et j'aime bien ses textes, tout simplement. Oui, absolument. D'ailleurs, on parle de radio et de RFM pour pas les citer, les collègues. C'est compliqué comme exercice, ça, parce que tous les matins, si c'est le cas, en ce qui te concerne à 8h15, il faut faire rire, quoi. Ouais. C'était un pari qu'on a fait il y a maintenant 7 ans, et d'aller sur une musicale, effectivement, et puis de faire rire, mais on s'est imposé petit à petit, et aujourd'hui les gens nous suivent, on était hyper contents, avec des bonnes audiences, donc c'est justement un côté je vais pas dire novateur, mais un côté on se fait une petite parenthèse et on rit pendant 5 minutes à 8h15 et puis après on écoute la musique. Quelle est l'idée? Parce que ça s'est beaucoup fait, chaque radio, on a l'impression, à son imitateur, Laurent Gérard d'un côté, Canteloup qui est Europe 1, toi RFM. Qui était Europe 1, Et alors il faut se distinguer les uns des autres. Qu'est-ce que toi tu amènes de plus, de différent? Moi déjà j'étais sur une radio musicale, donc c'est vrai qu'au départ les gens disaient mais c'est une musicale, faire de l'humour, etc. Mais en fait non, il y a de la place partout, et qu'est-ce que j'amène de plus? Après c'est toujours dans les voix, effectivement, et c'est un côté actu, toujours on parle de l'actu, et j'essaye d'amener aussi des voix originales, etc. Et puis juste passer un bon moment et se marrer. Et tous les jours à 8h15, donc on se lève tous les jours à 8h15. Voilà. Ce qui n'est pas le cas de Virginie, par exemple, qui ne se lève jamais à 8h15. C'est gratos. C'est faux. Et tu as choisi également ceci. Je range, je lave, j'essuie. À l'occasion, je pique aussi à la machine. Le travail ne me fait pas peur. Charles Aznavour, c'est en 1972 qu'il écrit ce fameux « Comme ils disent ».
Pourquoi ce choix Marc-Antoine Lebray ? Parce que j'adore Aznavour et puis j'ai eu la chance de le voir en concert. C'était extraordinaire. Je l'avais vu avec mon père et on avait passé un super moment. Et c'était aux Vieilles Charrues d'ailleurs. Mon père était retourné après juste le voir après à Rennes. Mais c'était vraiment il avait, on va dire, retourné les Vieilles Charrues. C'était vraiment extraordinaire. C'était un jeudi soir, je m'en souviens encore. Ouais. Et c'était un super parce qu'il y avait que lui en fait. C'était une programmation où il y avait qu'un artiste les jeudis et il était âgé déjà, Aznavour, donc on était allé voir exprès et c'était fantastique, incroyable. Tout son concert, il n'y avait que des tubes. Il y avait un tube, après c'est un autre tube, c'est encore un autre tube, c'est encore un tube. Il a écrit des chansons extraordinaires et donc c'était un grand plaisir, un super moment. Et alors Max, qui a beaucoup d'humour mais beaucoup d'humour, me dit là il choisit Charles Aznavour parce que si ça marche pas à RFM, il ira à Nostalgie. C'est bien vu, non ? C'est bien vu. Tu peux le prendre comme auteur de texte si jamais il y a des soucis. Voilà. Et tu as également choisi ceci. Tom Odell, Another Love, 2013. Bon accent, bravo. Non, attends, ne chambre pas, s'il te plaît, ne chambre pas. Voilà, parce que t'aimes bien. C'est pas facile de donner les raisons d'un choix musical, mais bon, celui-là. Ouais, je l'avais dans ma playlist, tout simplement. J'ai regardé ma playlist et je me suis dit, c'est vrai que c'est hyper bien ce morceau. Et voilà, je l'ai écouté plein de fois. Alors, est-ce que tu es en forme là pour nous faire ces 50 imitations sur 1 minute ? Là, il y a vraiment le côté performeur, quoi. Ah oui, là, c'est sûr. Là, je vais prendre juste une petite gorgée d'eau. Mais je t'en prie. Et alors, ça veut dire que 50 voix, sachant que, on le disait tout à l'heure, tu n'es pas un spécialiste des voix, des chanteurs. Enfin, tu ne chantes pas vraiment toi-même. C'est pas ça que tu mets en avant, en tout cas. Ouais. Par contre, tu peux imiter des chanteurs quand ils parlent. Ouais, bien sûr. Je sais aussi chanter, mais c'est juste que je voulais. J'imagine. C'est juste que je voulais aussi me démarquer encore une fois, et puis ça m'amusait plus de faire des voix aussi, des voix juste parlées. Donc je fais parler des chanteurs effectivement, comme Mathieu Chédid par exemple. Je suis pas content d'être là ce soir à Sud Radio. Donc là on va voir, il y a un chrono par exemple. On va pouvoir se faire 1 minute. Vous êtes prêts ? Marc-Antoine Lebray. En direct sur Sud Radio dans le Loft Musique ce soir. Oui, Didier Deschamps, François Cluzet, François Hollande, Emmanuel Macron, Jean Lassalle, Chantal Latsou, Laurent Ruquier, Jean-Claude Van Damme, Gérald Darmanin, Franck Dubosc, Régis Laspalès, Elie Semoun, Boncourt, Thomas Gijol, Paul Mirabel, Fabrice Eboué, Fabrice Lucchini, Jean Reno, Ariel Dombal, Jean-Marie Bigard, Gérard Holtz, Denis Brognard, Mac Lesguy, Yann Barthès, Kylian Mbappé, Roselyne Bachelot, Boba Badezoba, Mathieu Chédid, on l'a dit, Renaud, Marine Le Pen, Antoine Decaune, Julien Courbet, Philippe Etchebest, là, Cyril Lignac, Mac Lesguy, Jean-Michel Apathy, Laurent Deutsch, Stéphane Bern, Michel Drucker, Brigitte Fontaine, David Pujadas, Philippe Benœuvre, André Manoukian, Christina Cordula, Nelson Montfort, Philippe Candeloro, Bernard de la Villardière, Patrick Sébastien, Jean-Luc Reichmann, Olivier de Carglass. C'est incroyable, bravo. Tu peux applaudir, Angélique. La folie dans les studios, une folie. C'est très très impressionnant. Surtout sur 3 syllabes, quoi. Des mots, voilà. Bah là, faut aller vite, on a 1 minute du coup. Qu'est-ce que c'est qui fait qu'on, tout d'un coup, comment on travaille une voix, comment on s'y prend ? On détecte comme ça, de façon très innée, comme ça, le petit gimmick ou la petite chose singulière qui va faire identifier la voix très vite. Comment on fait ? Parce qu'on recherche un truc. À chaque fois, à chaque voix, il y a un petit détail qui fait qu'on reconnaît quand même au-delà du son, quoi. Ouais, ça peut être un rire, ça peut être juste un mot, effectivement, une attitude. Il n'y a pas vraiment de règle, mais c'est vrai que souvent, quand j'écoute une voix, une imitation, j'écoute un passage, par exemple, et si je peux, ça peut être juste un mot, je l'ai dit. Je me répète, mais avec je pense à Orelsan dans ma tête. Ah ouais ? Juste quand... tu l'imites à Orelsan ? Ouais, je les mets. Ouais, c'est cool, c'est marrant. Et en fait, ça peut être juste un ouais, c'est marrant. Ça peut marcher. Ah mais non, mais je te confirme, ça marche. Mais voilà, donc ça peut être 3 mots, encore une fois, ou un rire. Les rires aussi, ça m'aide. C'est très très impressionnant. Allez, on va passer au quiz trompette, mesdames, messieurs. Je vais vous jouer des chansons, des airs à la trompette. Il va falloir deviner de quel morceau de variété il s'agit. Ceci, par exemple. Alors, tu vas nous mettre le chronomètre, Maxime, quand...
Je le répète parce que ça met la pression comme ça aux invités pour trouver. Ça date de 1996 et ça fait ceci par exemple. Hein. C'est Padam, c'est ça, c'est non, c'est pas ça. Non. Le compteur, s'il te plaît. Pardon de te demander ça à chaque fois, Max. Mince. Non, je crois que c'était Edith Piaf. Si c'est pas Edith Piaf, c'est. Ça, c'est sûr. Je l'ai, mais. Ah mince, je l'ai plus. Tant pis, vérification. Ah ouais, c'était ça. Je l'avais. Lara Fabian. Trop de temps. C'est fou, ça fait tellement longtemps qu'on l'a pas entendu. Oui, et puis c'est super difficile parce que la trompette, ça amène sur une autre piste. Quoi, ouais, donc c'est super compliqué. Ceci, ça date de 1980. Ah mince. C'est un groupe, c'est l'intro que j'ai fait, c'est pas chanté ça, c'est sur la chanson, c'est l'intro du groupe. Un groupe anglo-saxon. C'est pas les Beatles maintenant, c'est quoi? Non. En deux mots, The. Ça s'appelle. Une idée, Virginie? J'ai reconnu, mais je sais pas comment je me rappelle. Groupe mythique des années 80 qui a un peu disparu. Boys Don't Cry. The Cure. The Cure, ouais. Bien sûr. Bon, à la guitare, c'est de suite plus facile à reconnaître quand c'est joué à la guitare. On est d'accord. Tiens, ça date de 1986 et c'est toulousain. Oui, mais chante de Virginie aussi. C'est Montagnier. C'est comment? Non. Le compteur, s'il te plaît. Non. Max. C'est Image, non? C'est Image? Oui. Image. Quel est le nom du titre? Coup de chaleur. C'est mon cœur. Démon de minuit. Oui. On a eu du temps. On a vu les auditrices. Vous êtes quasiment avec l'écho. Vraiment, ils sont nuls. Alors, on finit avec celle-ci. 1978. Une icône de la chanson française. Juste le début, ça suffit. J'ai un peu loupé. Brigitte Macron? Non. Alors là. Je refais. Carglass répare, Carglass remplace. 1979. 1978. Ah, 78. L'égérie de Serge Gainsbourg. Ah bah Jeanne Birkin. Eh oui. Ex-femme de 60s, petite baby doll. Pas simple de retrouver quand c'est joué la trompette. Pas simple. Vous avez tous gagné. Magnifique. C'est magnifique. Virginie Day est avec nous. Ah oui, tu sais que Virginie, on a retrouvé le titre qui t'a donné vraiment l'envie de faire du sax. Mais oui, c'est un truc de fou. Écoute, c'est ça. J'ai pleuré. C'est vrai? Sonny Chris. Ouais, exact. Don't Blame Me, standard, évidemment. C'est vrai, il y a eu il y a eu un choc. Ce déclic quand tu écoutes. Ouais. Qu'est-ce qui, là, par exemple, te séduisait vraiment? La sonorité, le son, la mélodie? l'émotion. Franchement, ça me faisait pleurer quand j'étais ado. J'écoutais ça, c'est pas possible.
l'émotion que ça procure. Son son, son phrasé, tout quoi. Ce que ça raconte. C'est-à-dire que son lyrisme. Et là, tu t'es dit, c'est le sax, quoi. C'est pas la trompette, c'est pas autre chose. C'est vraiment ça qui t'a plu de suite. Ouais, carrément. Ouais. Et le jazz, c'était mon premier morceau de coup de cœur de jazz, du coup. Ouais, parce que sur ton précédent album, sur Jobim, tu as quand même invité un trompettiste incontournable, qui s'appelle Tom Harrell. Ouais. Ça aurait pu donc être la trompette, mais non, c'est très... Tom Harrell, qui est un trompettiste autiste, qui joue quand il est sur scène, il a la tête baissée comme ça, il bouge pas, et quand il prend la trompette, il se relève comme ça, et là il laisse tout partir, et c'est absolument extraordinaire. Tom Harrell. C'était ton album précédent qui allait évoquer le répertoire de Carlos Jobim. Et là, donc, on est sur ce répertoire avec des compos, Moods, voilà. Qui a quoi comme origine, comme histoire, en fait? Ce sont des chansons que tu as écrites toute seule, comme ça? Oui, sur les... les chansons des titres, c'est pas des chansons. Hein. Sur les titres, oui, c'est un album instrumental. Donc, sur les titres de l'album, il y a 2 titres que je n'ai pas écrits, un du pianiste et un du contrebassiste. Oui, d'accord. Et voilà, donc c'est musique de création. Avec plusieurs origines, enfin plusieurs atmosphères, plusieurs univers un petit peu qui se rencontrent, plusieurs influences en tout cas. Oui, je voulais pas choisir de style particulier, donc c'est pour ça que je suis partie plutôt d'un cheminement, donc une phrase musicale comme à l'image de l'articulation de la pensée, un socle d'idées. C'est-à-dire, des phrases musicales. Une phrase musicale, comment? J'ai voulu que les titres soient articulés comme la pensée. Ah, d'accord. C'est pour ça que je l'ai appelé Moods. Ouais. Donc, si tu veux, il y a un socle d'écriture de phrases mélodiques qui s'entremêlent et qui permettent aux musiciens d'explorer des terrains, de se rencontrer, voilà, d'accord. Comme la pensée. D'accord. Vous écoutez France Culture. Mais c'est bien de passer d'un thème à l'autre comme ça. En fait, en sachant que l'harmonie, finalement, quand on dit des harmonies dans la musique, c'est quelque chose qui rétablit un ordre, en tout cas, qui amène quelque chose de tout d'un coup d'évident. Oui. Une harmonie, ça fait dire, yes, là on y est, quoi. Oui. Hein, c'est ça l'idée, en fait, un peu. Oui, je voulais de l'espace, de l'interplay, des échanges. La vie, quoi. La vie. D'accord. Dans cet album Moods, il y a notamment ceci, Three on the Road. Dans l'album Moods de Virginie, il y a également One More. Dans Moods de Virginie Daïdé, il y a Zigzag. Dans Moods de Virginie Daïdé, il y a Moods Up. Également Summer Moods. Elle s'appelle Virginie Daïdé, son album, c'est son deuxième album, s'appelle Moods, avec Nicolas Dry, Thomas Postner et Tony Rabesson, absolument, dans cet album Moods. Qu'est-ce qu'il raconte alors ce spectacle Marc-Antoine Lebray solo? Parce qu'on parle c'est le spectacle d'après la fin du monde, avant la fin du monde. Oui, j'imagine ce qui va se passer à l'avenir concernant les médias. En fait, on parle beaucoup de 2040 et du coup, j'imagine ce qui va se passer dans les médias, à quoi vont ressembler les émissions télé, entre autres, et les documentaires animaliers en 2040. Je suis alarmiste, mais j'essaye quand même d'en rire, malheureusement, même si c'est un sujet hyper grave. Dans le précédent spectacle, je parlais vraiment du réchauffement climatique. Et là, aujourd'hui, on est dedans, en fait. Donc, je vais pas être. On sait que
catastrophique, donc je vais pas être justement encore plus alarmiste. J'essaye juste de m'en détacher, c'est assez léger, on va dire, et j'essaye surtout de faire passer la bonne humeur, donc j'imagine des animateurs qui seront là encore en 2040. Et puis Michel Drucker, voilà, vous l'avez tous reconnu, formidable. Et donc, pardon. Et puis aussi, il y a de l'actu aussi, surtout. Et il y a beaucoup d'improvisation. Il y a de l'improvisation avec beaucoup de moments avec le public. Mais on le voit d'ailleurs dans des teasers que j'ai regardé où tu vas au premier rang comme ça et tu vas interroger une des spectatrices comme ça et elle te répond quelque chose d'ailleurs assez assumé et assez puissant. Et là, tu improvises avec elle, en fait. Mais ça c'était pas truqué, ça. Non, c'est pas truqué. C'est quelqu'un, tu sais pas ce qui va se passer. Dans l'extrait, effectivement, ça c'était un spectacle qui était à Meudon, et il y avait 6 personnes d'une maison de retraite qui étaient devant au premier rang. Ouais. Et il y en avait 2 qui parlaient entre elles, 2 femmes, et du coup, je suis allé leur parler, et c'était génial parce que du coup, c'est parti dans une improvisation, c'était du n'importe quoi. Et donc, il y a des moments comme ça formidables. Mais tous les soirs, je vais à la rencontre du public et je leur demande d'où ils viennent, etc. Et je choisis effectivement toujours des personnages que je sélectionne dans la salle, que je sens à l'aise et qui ont ça peut être casse-gueule quand même, ce truc-là. Ça peut être casse-gueule. Non, c'est pas casse-gueule. Non, parce que il y a toujours. En fait, ils me servent parce qu'il y a une conférence de presse où je leur demande de me poser des questions. Mais j'arrive toujours à trouver. Il y a toujours une personne dans la salle. Ouais. Si j'arrive pas la première fois, j'arrive une deuxième fois. Qui se marre et qui part au quart de tour. Il y a plein de gens drôles dans la vie et du coup, justement, j'arrive à en trouver et puis là, on part dans des improvisations, c'est génial. Marc-Antoine Lebré, quelles sont tes références toi, en termes d'imitation, les imitateurs qui t'ont vraiment fasciné parmi les aînés d'imitation? C'est un peu tous les imitateurs, il y a une imitatrice aussi. Donc, si je peux en citer, il y a tous ceux qui étaient au Guignol de l'Info. Donc Sandrine Alexis, Yves Lecoq, Daniel Herzog, Thierry Garcia. Il y a Canteloup aussi, Gérard. On salue Thierry Garcia d'ailleurs, qui est venu plusieurs fois dans le Loft Music. Voilà, c'est tous les imitateurs, effectivement, même un peu plus vieux, mais le Luron aussi. Je trouvais que j'ai pas tout vu ces spectacles, mais j'ai vu des parties, donc il y avait des côtés vachement intéressants, le côté actu, le côté aussi se moquer du gouvernement, etc. Donc c'est toujours des thèmes d'actu. Parce que par exemple dans la chanson, maintenant il n'est plus là, mais on a toujours besoin de dire le boss. Dans la chanson en France, on disait c'était Johnny Hallyday dans la chanson par exemple. Et chez les imitateurs, c'est qui le boss alors? Le boss. Marc-Antoine Lebré. Non, le boss. C'est vrai que Gérard, c'est vrai qu'il a quand même. Laurent Gérard, il a imposé un truc. Il a fait beaucoup de scènes, effectivement. Après, Canteloup, c'est différent. Voilà. Il a amené d'autres choses aussi, donc chacun a amené sa petite patte. Qu'est-ce qu'il a amené vraiment de plus, Laurent Gérard, au point d'avoir cette place un peu de leader, du patron, entre guillemets, quand même, des imitateurs? Il a quoi? C'est la précision vocale qui fait ça? C'est quoi? Il y avait des imitations qui me bluffaient, effectivement. La scène aussi, c'était une bête de scène. Je l'ai vu quand j'étais plus jeune, en DVD en tout cas. Et c'est vrai que je trouvais ça hyper intéressant, ce côté aussi performance, un petit peu, en enchaînant aussi des voix. Ouais. Et puis surtout, se marrer, en fait, tout simplement. Il n'y a pas des choses qui ne s'expliquent pas. C'est passer du bon temps. Après, Canteloup a amené d'autres choses aussi, des choses différentes. Il a amené plus de sportifs, donc c'était quelque chose de nouveau. C'est toujours intéressant. Je sais qu'il imitait au départ Nelson Montfort, c'était hyper marrant. Ouais. Tout Pierre Fula, tout ça. Donc chaque imitateur, imitatrice a amené des choses différentes. Et puis la technologie, quand il est tous les jours sur TF1, Canteloup, il amène quand même la technologie qui permet de le voir dans la peau vraiment du personnage, quoi. De manière technologique. Donc c'est bien toujours toujours autre chose dans l'imitation. Merci d'être passé nous voir. Merci à vous. Marc-Antoine Lebré, tu es en spectacle avec ton nouveau spectacle solo qui est jusqu'au 18 février au Théâtre des Jazés à Paris, et puis en tournée, oui absolument, dans toute la France. Par exemple, le Féminin de Bordeaux le 19 mars, la Comète à Saint-Étienne le 11 mars, Bourse du Travail de Lyon le 4 avril, le Silo à Marseille le 13 avril et le 5 avril, le Casino Barrière à Toulouse. Et puis tous les matins, chez les collègues de RFM à 8h15 pour Le Bray du Faux. Merci d'être passé, mon cher. Merci beaucoup. Et le Théâtre des Jazets, il est magnifique. C'est le plus vieux théâtre de Paris. Ah ouais, il est dans le 9e. Il y a Mozart qui a joué dans le 3e. 3e, d'accord. République, place de la République. Oui. Et il est magnifique. Il y a des moulures, il y a des. Voilà. Donc même si vous n'aimez pas le spectacle, il faut venir voir le théâtre. C'est pas qui c'est. Il y a des moulures en place à la Kevin. Il y a des fresques. Il est magnifique. C'est à quelle heure au Déjazé à Paris? Même Marie-Antoinette, 20h30. Voilà, Marie-Antoinette est venue dans ce théâtre. Voilà. Très beau théâtre à l'italienne. Oh non. Jusqu'au
jusqu'au 18 février. Merci également à toi Virginie Day d'être venue nous voir. Ton deuxième album s'appelle Moods. Merci à tout le monde, toute l'équipe du Loft Music. Demain nous serons en compagnie de Michel Thor. Dans quelques secondes, c'est Jacques Pessis qui reçoit Linda Lemay. Bonne soirée sur Sud Radio, bye bye.